Merci Thierry. Alors Philippe Bertherotière, avant de vous donner la parole, on va peut-être regarder le film de GTT, donc la Société française d'ingénierie navale pour le stockage et le transport en mer de GNL. Et ensuite, Philippe Bertherotière, donc vous êtes président de GTT et président du comité stratégique des industries de la mer. On vous écoutera juste après le film, si ça vous va. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tout d'abord l'AFG et France Gaz Maritime pour organiser ce séminaire. Je pense que c'est une excellente opportunité de présenter toutes les potentialités du GNL pour décarboner le transport maritime et pour totalement éliminer un certain nombre de pollutions. On sait que le gaz permet de réduire le CO2 de l'ordre de 30%. Le monde maritime, c'est, disons, 2,8% des émissions de CO2 dans le monde. Si les bateaux voulaient bien passer au GNL, on descendrait à quelque chose comme 2%. C'est tout à fait significatif. Si tous les secteurs industriels pouvaient faire un tel effort, les émissions du CO2 du monde seraient fortement réduites. Alors, ce qu'il y a de frappant, c'est que le GNL dans le monde maritime existe maintenant. Il y a 300 navires en opération. Aujourd'hui, il y en aura 800 en 2025. 800 en 2025, c'est à la fois beaucoup, mais aussi peu. 800, c'est à peu près 1% de la flotte mondiale de navires. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour réduire les émissions du monde maritime grâce au GNL. Mais il y en a 300 aujourd'hui et 300 qui naviguent. Et la solution GNL est démontrée, elle fonctionne. Elle fonctionne au plan technique avec de très grands bateaux qui naviguent, des paquebots de 400 mètres de long, des porte-conteneurs de 400 mètres de long qui naviguent au GNL. À cet égard, j'aimerais souligner le rôle de pionnier d'un grand armateur, de CMA-CGM, qui a eu, à l'instigation de son fondateur, Jacques Saadé, il y a plus de 10 ans, l'intuition que le GNL était une solution pour réduire les émissions sur laquelle il fallait qu'il travaille. Ils ont travaillé pendant longtemps, ils ont pris la décision en 2017 d'aller vers le GNL. Ils ont été seuls. Normalement, les armateurs ont des comportements souvent un peu moutonniers. Ils ont été seuls pendant longtemps, ce qui montre bien que cette décision était vraiment une décision de rupture. Ils ont reçu leur navire en 2019-2020. Ces navires fonctionnent bien. Et maintenant, ils commencent à être suivis. On voit le GNL Carburant décoller depuis 2 ans dans le monde entier. Comme le disait Thierry il y a quelques instants, c'est un tout petit peu freiné ces derniers temps par le prix spot du GNL, parce que les armateurs font leurs calculs
et ont du mal à retrouver comment ils peuvent amortir rapidement le coût d'une cuve cryogénique avec les prix actuels du GNL. Donc il faut que le marché puisse trouver des solutions d'offres avec des prix beaucoup plus raisonnables, des engagements long terme des armateurs pour acheter leur GNL, permettant d'accéder à ces prix long terme de GNL qui sont aujourd'hui, soulignons-le, très raisonnables par rapport au prix du marché spot. Donc ça marche, ça avance, pas assez vite, et en particulier au regard des ambitions qui sont fixées par la Commission européenne, par exemple. Thierry parlait de réduire de 55% les émissions à l'horizon 2030. 55%, c'est possible avec le GNL et la réduction de vitesse des navires, avec l'optimisation de leur mode de fonctionnement, par exemple grâce au digital, en évitant les périodes d'accélération et puis les périodes d'attente devant les ports. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons. C'est possible, c'est à portée de main. 55%, c'est absolument énorme en quelques années comme gain en matière de réduction d'émissions. Donc c'est possible, mais il faut aller plus vite dans l'équipement des navires en cuves pouvant recevoir du GNL. Il y a autre chose qui a bougé en quelques années aussi. On a fait la démonstration que le GNL fonctionnait, que le GNL fonctionne dans des petites cuves, que les navires opèrent très bien avec ces cuves GNL, toute la technologie des grands méthaniers mis réduite sur des petites cuves, tout ça marche. Il y avait un point bloquant qui était la poule et l'œuf. Et la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des infrastructures d'avitaillement en GNL des navires. Et puis, en quelques années, le monde s'est couvert d'un certain nombre de navires d'avitaillement GNL. On peut avitailler à Singapour, on peut avitailler à Rotterdam, on peut avitailler à Marseille et dans bien d'autres endroits dans le monde. Et donc, ce frein à l'adoption du GNL a sauté et c'est évidemment extrêmement positif. Alors, le monde maritime s'interroge énormément, est-ce que le GNL finalement est la solution? Et regarde les autres solutions, comme nous le faisons d'ailleurs chez GTT, et on n'arrive pas à se convaincre que les autres solutions peuvent apporter un élément de réponse rapidement. L'ammoniac aujourd'hui génère beaucoup plus de CO2 que toute la chaîne de GNL, non pas au moment de sa combustion, mais au moment de sa production. Et donc dans une analyse du puits jusqu'au sillage, on voit que ça n'est pas une solution qui permet de répondre au problème. Alors il faut regarder stricto sensu l'émission du navire, ce qui est bien entendu un peu étroit comme analyse. Il faut attendre l'ammoniac, les ammoniacs de synthèse, les ammoniacs produits à partir d'hydrogène vert. À partir du moment où vous avez suffisamment d'hydrogène vert pour faire des carburants de synthèse, vous pouvez faire beaucoup d'autres carburants que l'ammoniac, qui présente toujours quelques problèmes. D'abord, sa toxicité. Et sur un navire, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, d'avoir dans un espace confiné éventuellement les émanations d'un produit extrêmement toxique. Et puis, la génération de protoxyde d'azote au moment de sa combustion, un gaz qui a un effet de serre 200 fois supérieur au CO2. Aussi, vous savez que les combustions ne sont jamais parfaites et éventuellement on relâche de l'ammoniac dans les émissions et donc on retrouve les problèmes de toxicité. Hydrogène, très peu de densité énergétique à l'état gazeux, possible pour des petits bateaux ou navires qui font des trajets très réduits, qui peuvent ravitailler très souvent, mais pour les navires de haute mer, c'est beaucoup plus difficile, à moins de passer à l'hydrogène liquide, c'est-à-dire des technologies qu'on utilise essentiellement pour les fusées. Rocket science, diraient nos amis américains, adaptés aux navires, on risque de tomber sur des navires très chers, ce qui gênerait énormément le transport maritime, dont on rappelle qu'il assure 85% du transport des marchandises dans le monde, grâce à un moyen de transport bon marché. Les batteries, pour avoir toute la puissance qu'il faut, il faudrait un volume considérable de batteries qui dégageraient de la chaleur. Les batteries lithium-ion, il y a du proposent leur propre carburant et comburant.
Si vous avez un problème de feu, vous ne pouvez pas l'arrêter, et jusqu'à la consommation totale de ces éléments. Et c'est quelque chose qui pose un véritable problème de sécurité sur les navires. Bref, on cherche une solution à court terme qui puisse répondre aux enjeux. Et il y aura un jour des carburants de synthèse en quantité suffisante. Et à ce moment-là, on pourra passer vers des solutions qui ne seront pas à zéro carbone, mais qui seront neutres au plan carbone, parce qu'il aura fallu capturer du carbone pour pouvoir reconstituer une chaîne carbonée. Mais ça, c'est, à notre sens, beaucoup plus lourd. Le GNL est là. Le GNL combiné à la réduction de la vitesse des navires, combiné aussi à une optimisation de leur fonctionnement par le digital, permet de réduire très fortement les émissions. Donc nous le défendons, nous le promouvons un peu partout dans le monde. Nous voyons aussi les difficultés, et Thierry parlait des émissions de méthane. Il n'y a pas d'émissions de méthane qui viennent des réservoirs. En revanche, les moteurs peuvent avoir des émissions de méthane, et je parlais de carburation, de combustion incomplète des moteurs, en particulier les moteurs deux temps, ont des combustions qui sont assez incomplètes et ont trop d'émissions de méthane. Alors il faut qu'ils répondent à ce problème de façon urgente. Ou alors il faut passer à des moteurs qui ont des combustions bien meilleures, tels que les moteurs 4 temps. J'étais il y a quelques jours avec les gens de Keros, qui est une magnifique société française très innovante, qui à partir des images satellitaires trace les émissions de méthane dans le monde. Alors, les émissions de champs, de gaz, c'est tout à fait frappant de voir ça. Bon, mais ce n'est pas notre enjeu aujourd'hui. Leur travail, à partir d'images satellitaires, va permettre de voir quelles sont les émissions des navires. C'est quelque chose de compliqué parce que la mer reflète, gêne énormément la prise d'image par réflexion de la photo. Mais on va pouvoir le faire, et on va pouvoir savoir véritablement comment ce que les navires émettent. Et j'appelle ça de mes voeux, sachant que, une fois encore, il y a des solutions pour éliminer les fuites de méthane, et donc il faut les mettre en place. Voilà, merci beaucoup.